Bonjour, dans cette vidéo on va parler de traitement du signal. Alors je vais peut-être employer un terme un peu général. On va peut-être d'abord se focaliser sur les outils qui permettent de faire du traitement du signal, consistent simplement à prédire comment est la sortie d'un système physique pour une entrée donnée. Alors souvent quand on aborde ce genre de sujet, en tout cas pour ma part c'est ce qui s'est passé. Déjà, on voit tout ce qui est transformé de série de Fourier, transformé de Fourier, on voit ça une année, l'année suivante on voit la place. Par ailleurs, on voit le BOD et les équations différentielles en amont et on ne fait pas trop le lien entre toutes ces différentes notions. Alors, en plus, ça reste des maths appliquées, donc c'est forcément un peu calculatoire. Mais ce que j'ai pu observer, c'est on commençait par annoncer la définition d'une transformée. Donc soit transformée de machin, c'est une intégrale. Et après, on fait des calculs et ça remplit. Bon. Et après, pour trouver l'intérêt, d'où ça vient, à quoi ça sert, c'est un petit peu compliqué. Je vais plutôt prendre le contre-pied de cette manière de présenter et je vais me concentrer sur le premier ordre. Et on va regarder ce qui se passe pour des signaux d'entrée différents. Donc là, typiquement, alors je vais zoomer sur ce schéma. Donc vous voyez le schéma, là, je vais essayer de l'expliquer. Dans un premier temps, on va se focaliser sur l'analyse d'un système physique. Par exemple, typiquement le plus simple, c'est de considérer un filtre. Hein. Si vous avez un équaliseur, vous voulez accentuer les bases d'une musique, vous modifiez la fréquence de coupure d'un filtre. Donc la musique en entrée de l'équaliseur, c'est mon X. Et donc ce que je vais avoir en sortie va être différent de ce que j'ai en entrée, puisqu'il y aura certaines fréquences qui auront disparu. Voilà, donc si on prend un filtre élémentaire en électronique, c'est le circuit RC. Alors quel que soit le système physique, peut être éventuellement beaucoup plus compliqué que ça, on peut décrire son comportement avec une équation différentielle. Donc ça, on va le voir, hein, la résolution des équations différentielles, on va dire de manière frontale. C'est, on va dire, tout à fait faisable. Alors c'est beaucoup plus facile pour un système simple. Par ailleurs, un signal qui est très important, c'est le signal sinusoïdal. Il est très important parce que tout signal peut être considéré comme une somme infinie de signaux sinusoïdaux. Donc je vais commencer justement par bien rappeler les bases, ce qu'est une sinusoïde et comment elle va nous servir pour pouvoir après faire des analyses de type fréquentiel. Donc, typiquement notre filtre, hein, on va pouvoir savoir via cette analyse quelles sont les fréquences qui vont se retrouver en sortie. Un autre point qui sera évoqué, c'est l'utilisation de la transformée de Laplace pour résoudre plus simplement les équations différentielles en se basant sur une propriété qu'on appelle la convolution. Je vais essayer également d'expliquer en quoi ça consiste. Donc la convolution en gros permet de trouver la sortie d'un système, quel qu'il soit. Alors c'est compliqué si on le fait directement parce que c'est une intégrale, mais si on traite ça en Laplace, ça devient une multiplication. Je trouve que c'est plus simple de faire une multiplication qu'une intégrale. Donc vous voyez, si vous avez un système, vous mettez n'importe quelle entrée, donc soit vous essayez de résoudre ça directement et vous trouvez la sortie, soit vous faites un petit détour par la transformée de Laplace et vous allez tomber sur le même résultat, mais avec normalement des calculs simplifiés. Et en plus de ça, quand on considère la transformée de Laplace, on n'est pas loin de l'analyse fréquentielle. Voilà, donc il y a un double intérêt dans cette transformée de Laplace. C'est d'une part prédire la sortie, donc résolution finalement des quadifs simplifiés,
et par ailleurs analyse fréquentielle d'un système. Donc voilà en gros hein, les différentes thématiques. On va commencer par les signaux sinusoïdaux, ensuite on verra les équations différentielles. Je reste sur des choses simples, donc du premier ordre. Rappel sur le diagramme de Bode. Je vais essayer de faire sentir en quoi consiste un produit de convolution. Ensuite, on passera aux séries de Fourier, qui est un prélude au transformé de Fourier. Transformé de Fourier étant un cas particulier de la transformée de Laplace. Voilà, je terminerai par l'échantillonnage. Il se trouve que pour représenter mathématiquement les choses dans un système qui fait l'acquisition d'un signal régulièrement, il existe des outils. Et la transformée qui est utilisée, c'est ce qu'on appelle la transformée en Z. Alors tout ce que je vais vous présenter est disponible sur ma page. Voilà, c'est dans la catégorie traitement du signal. Voilà, donc on retrouve le schéma global et donc les différentes thématiques, sachant que là dans la vidéo, je ne vais pas non plus m'attarder plus que ça sur les calculs. Je suis là pour essayer de présenter les grandes lignes et libre à vous après de reprendre tranquillement tous ces calculs, sachant que pour bien comprendre l'ensemble, chaque ligne doit être bien comprise. Alors je commence, on va dire au ras des pâquerettes, hein, mais ça me paraît important à la fois de rappeler certaines choses et des fois ce qu'on a retenu c'est assez approximatif. Donc voilà, je reprends le cercle trigonométrique. Donc si je me promène autour et que je regarde en abscisse, je vois l'évolution d'un cosinus. Et si simultanément je regarde ce qui se passe en ordonnée, je vois une évolution d'un sinus. Voilà. Bon, quand j'ai fait un tour, j'ai parcouru un angle de 2π. Alors je me promène à une certaine vitesse et cette vitesse est caractérisée par la période durant laquelle je fais un tour. Donc je peux exprimer à ce moment-là la pulsation qui vaut 2π sur t et donc ce qu'on appelle la fréquence, c'est l'inverse de cette période. Alors, quand je représente une sinusoïde, je peux soit graduer mes abscisses avec des angles, ou je peux très bien également tracer sinus de oméga t. Θ c'est oméga fois petit t. Et à ce moment-là, lorsque j'aurai fait un tour, ce tour-là, j'aurais fait pendant une période. Voilà, donc on peut indifféremment faire l'une ou l'autre de ces représentations, sachant que si on représente en θ, implicitement, on connaît la pulsation. Bon, maintenant je prends deux sinusoïdes et je les donc de même fréquence, c'est la condition, et je les trace voilà, soit en temps, soit en angle, peu importe. Et ces deux sinusoïdes sont légèrement décalés dans le temps, d'une phase phi, et ont une amplitude qui peut être différente. Alors, je peux représenter l'amplitude par une flèche d'une certaine longueur. Donc, les deux amplitudes ici sont différentes. Et le déphasage entre les deux sinusoïdes, c'est l'angle phi qui se trouve là. Donc ces deux vecteurs tournent à la même vitesse. On a supposé que les deux sinusoïdes avaient la même fréquence. Donc ces deux flèches là tournent en conservant toujours le même angle. C'est ce que l'on appelle la représentation de Fresnel. Voilà, c'est une représentation vectorielle de grandeur sinusoïdale. Je peux faire des constructions géométriques avec cette représentation. Si je reprends mon circuit RC, on va le retrouver régulièrement. Bon, j'ai un courant qui est sinusoïdal. La tension aux bornes de la résistance, c'est la même chose, on multiplie par R.
Pour le condensateur, on a la relation Q égale CU, c'est facile à retenir, Q égale Q. Et donc je peux dire aussi que comme le Q c'est une charge et que le courant c'est un débit de charge, I égale D de Q sur dt, donc Q c'est l'intégrale du courant. Voilà, donc je retrouve la tension aux bornes du condensateur, c'est 1 sur C intégrale de I dt. J'intègre mon sinus, donc je fais apparaître un déphasage. Et la tension VE, c'est la somme de VR plus VC d'après la loi des mailles. Et je peux retrouver cette tension VE par construction de ces vecteurs. Les vecteurs tension aux bornes de R et tension aux bornes du condensateur. Alors, faire des calculs avec des sinus et des cosinus, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Ça se fait, mais il y a une petite astuce. Vous voyez, si je reprends la représentation de Fresnel, ça me fait penser à, vous voyez, la représentation polaire dans les complexes. Donc, je peux très bien reprendre ces deux vecteurs et les placer dans le plan complexe et les représenter avec V1 égale V1 exponentielle de j oméga t, V2 égale grand V2 exponentielle de j oméga t moins phi. Donc l'intérêt, c'est que faire des calculs avec des exponentielles, c'est plus simple que faire avec des sinus et des cosinus. Donc en électronique, et ça, à mon goût, on n'insiste pas assez là-dessus, on a besoin des complexes pour ne pas s'embêter avec les calculs. Parce que les sinus et les cosinus, on les retrouve systématiquement, sauf que faire des dérivés, des intégrales avec sinus et cosinus, c'est pénible. Et ça se passe beaucoup plus simplement avec des exponentielles. Donc voilà, voilà simplement pourquoi on a besoin des nombres complexes. Bon, je fais un rappel de la forme polaire. Si j'ai un point dans le plan complexe, il a deux coordonnées A et B qui correspondent à R cos θ et R sinus θ. Bon, là c'est de la trigo. Hop, on retrouve ici notre forme polaire. Voilà. Mais ça c'est très important. Donc il faut faire le lien entre la représentation de Fresnel de grandeur sinusoïdale et l'utilisation de la forme polaire dans un plan complexe, finalement, de ces mêmes vecteurs. Et à ce moment-là, on a tous les outils mathématiques qui vont bien, grâce au complexe, pour dériver et intégrer ces signaux. Alors, de même que la tension en borne d'une résistance, c'est la résistance par le courant, je vais pouvoir généraliser ce concept d'impédance avec les complexes. J'ai toujours, pour une inductance, la relation U égale LDI sur dt. Si je prends le cas particulier, je dis bien le cas particulier où les grandeurs sont sinusoïdales, je peux dire que mon courant, ça serait du sinus ou du cosinus, mais maintenant je peux dire que c'est de l'exponentiel. Donc si je dérive mon I exponentielle de j oméga t, je me retrouve avec j oméga L multiplié par ce qui correspond à mon courant. Donc j'ai une relation entre tension et courant qu'on appelle une impédance. C'est un petit peu comme une résistance, sauf qu'en plus il y a la fréquence dedans. Et je peux faire la même chose pour le condensateur. Donc je repars de Q égale CU et je retombe de la même manière sur une relation entre tension et courant et l'expression de l'impédance. On a vu précédemment qu'on pouvait retrouver un vecteur par construction. Alors, si je reviens voilà, à mon circuit RC, je peux très bien dire que VR, CRI, j'ai l'expression de la tension en borne du condensateur, donc c'est 1 sur JC oméga fois le courant. Je mets le courant en facteur et j'aurai le courant facteur de R plus 1 sur JC oméga. Voilà, donc j'ai retrouvé l'expression de la tension, par exemple VE,
en disant que c'est la somme de ces deux-là, et donc c'est la somme des impédances multipliée par le courant. Voilà, donc je peux considérer les impédances, je peux faire des sommes d'impédances comme je faisais des sommes de résistance quand elles étaient en série, ou je peux faire des ponts diviseurs de tension également avec des impédances. Mais je répète que c'est dans le cas particulier où on considère des tensions et courants sinus. Bien, donc j'ai fait un petit rappel sur les signaux sinus. Donc voilà, on est ici, on est au début, hein, donc on a un système global. On considère qu'on va essayer de trouver la réponse de ce système pour tout type de signaux. Le signal sinus, c'est un cas particulier. Je vais voir maintenant ce qui se passe quand on essaye de résoudre de manière frontale une équation différentielle. Alors, je ne vais pas m'embêter puisque je vais prendre un système qui est simple, qui est un système du premier ordre. Alors, la méthode générale pour ce genre de problème, c'est de se dire, bon, j'ai une équation à résoudre. Donc, on retrouve ici la sortie et donc on vient forcer notre système avec une entrée x. Ce que je peux dire, c'est que y, ça va être la somme de ce qui se passe en régime permanent plus ce qui se passe en régime transitoire. Donc le régime permanent, pour trouver le régime permanent, on va dire que, bon, passé un certain temps, on aura la même chose, on aura le même genre de signal en entrée et en sortie. Autrement dit, si je mets une constante en entrée, j'aurai une constante en sortie. Alors, elle n'aura peut-être pas la même valeur, mais elle aura la même forme. Si je mets une rampe en entrée, à terme, ce sera également une rampe en sortie. Et si je mets un sinus en entrée, ce sera un sinus en sortie. Voilà. Donc, déjà, on peut considérer ce premier élément. Donc ça, c'est vrai pour tout système dit linéaire. Si maintenant je considère l'autre composante, c'est ce qui se passe lors du régime transitoire. Donc si, ce qu'on appelle également le régime libre, si je ne mets rien en entrée, je regarde ce qui se passe. Voilà, ça va me donner également une info sur comment se comporte la sortie Y. Et donc la somme de Y permanent et Y transitoire, ça me fait la sortie globale. Voilà, donc si j'ai le cas d'une constante, donc en régime permanent, j'injecte ma constante dans l'équation, la dérivée d'une constante, ça fait 0, donc je trouve que ma constante, ça va être égal à l'amplitude, la valeur de la constante d'entrée. On a la même chose à terme en entrée et en sortie. Alors pour le régime transitoire ou le régime libre, si j'ai 0 de ce côté-là, donc je fais passer le terme y transitoire de l'autre côté, j'ai pas beaucoup de signaux où je peux dire que la dérivée de y c'est égal à y. En gros, il n'y en a qu'un, c'est l'exponentielle. Donc l'exponentielle de moins t sur tau, si je la dérive, il y a un taux qui doit atterrir là quelque part, mais en gros, la solution de cette équation, c'est y transitoire égale b, que je ne connais pas a priori, et multiplié par exponentielle de moins t sur tau. Alors pour déterminer b, donc on considère que y c'est la somme du régime permanent et du régime transitoire. Je prends l'hypothèse que initialement la sortie est nulle, ce qui n'est pas forcément le cas, mais bon, on peut prendre cet exemple. Donc si je connais à t égale 0 ce que j'ai sur ma sortie, je vais en déduire b et je vais avoir une équation de la forme y de t égale e moins e exponentielle de moins t sur tau. Alors, on peut appliquer ça au circuit RC. Donc première chose, il faut trouver l'équation.
Donc on applique la loi d'Émaille, hein. Je peux dire que V c'est RI plus VS. Alors il va falloir exprimer, c'est la sortie VS qui correspond à Y. Et la tension VE ici, je vais la retrouver à la place de X. Bon, il faut s'arranger, hein, vous voyez, pour faire apparaître un d de Vs sur dt plus Vs égale VE. Donc je note taux, ce qu'on appelle la constante de temps, qui est le produit de R par C. Alors pour le régime permanent, je prends le premier cas, j'ai une constante en entrée qui vaut une tension E. Donc je retrouve que A égale E. Pour le régime transitoire, même chose que tout à l'heure, j'ai B exponentielle de moins T sur taux. Donc la tension Vs, c'est la somme des deux. Condition initiale, le condensateur étant déchargé, j'ai une tension Vs qui est nulle et j'en déduis B. Alors, pour faire le tracé, donc j'ai une exponentielle. Donc l'exponentielle, c'est quelque chose qui croît très vite. Maintenant, c'est une exponentielle de moins T sur taux. Donc à mesure que T va augmenter, l'exponentielle va diminuer. Donc en gros, j'ai ce paramètre qui est grand au début et qui diminue petit à petit. Donc à un moment donné, il va tendre vers 0 et j'ai ma tension Vs qui va tendre vers E. Alors maintenant, je prends la décharge. Donc cette fois, VE de t reste une constante, mais c'est une valeur nulle. Donc si j'ai une constante nulle, A vaut 0 également. Le régime transitoire, c'est la même chose. Et pour connaître B, il faut savoir qu'à t égale 0, je regarde ce qui se passe. Quand je suis arrivé là, je dis que initialement, j'ai une tension E sur Vs. Donc ça me permet de trouver Vs de t, c'est E exponentielle de moins T sur taux. Donc voilà, on avait ici charge du condensateur, et après on applique une tension nulle sur VE. Et là, vous voyez la condition initiale, donc là ma nouvelle tension Vs, elle démarre avec cette référence de temps, et à t égale 0, on a VE et on a l'évolution de la tension Vs pour la décharge du condensateur. Alors l'entrée après n'est pas forcément constante, donc là je peux prendre une rampe par exemple. Donc là cette fois VET c'est E multiplié par T. Donc de la même manière en régime permanent, je vais avoir la même chose, hein. Si j'ai une rampe en entrée, je vais avoir une rampe également en sortie, qui de manière générale a l'équation K1T plus K2. Donc cette expression, je l'injecte dans l'équation. Donc il y a des choses qui vont disparaître avec la dérivée. Et je peux, par identification, retrouver les termes K1 et K2 pour connaître le régime permanent. Voilà. Donc on retrouve que c'est bien une rampe également, donc qui ne passe pas forcément par l'origine. Mais ça reste de la même forme que l'entrée. Pour le régime transitoire, c'est pareil que précédemment quand on avait une constante. De toute façon, par définition, on n'a rien sur l'entrée, donc on va avoir également du b exponentielle de moins t sur taux. Et pour trouver b, hop, condition initiale, t vaut 0. Et vous voyez ici que en bleu, c'est l'entrée imposée au circuit. Et en rouge, c'est la sortie, donc c'est la tension Vs, qui est un petit transistor. Et passé ce transistor, on a un régime permanent en forme de rampe. Bon, maintenant, si je prends le cas d'une sinusoïde, si en entrée je mets un sinus, j'aurai également un sinus en sortie qui va être atténué ou amplifié en termes d'amplitude et décalé dans le temps. Donc je vais voir une phase et ces paramètres vont dépendre en plus de la fréquence.
hein, puisqu'on retrouve l'histoire des impédances complexes. Donc je peux exprimer, donc là on est dans le cas particulier des sinusoïdes, donc j'ai le droit d'utiliser des impédances complexes. Et je raisonne avec un circuit comme si c'était des résistances. Donc je peux faire un pont diviseur de tension pour exprimer ce qui va se passer en régime permanent. Et donc l'atténuation que je vais avoir et le déphasage dépendent de la fréquence de la sinusoïde que je mets en entrée. Donc j'ai une fonction, ce qu'on appelle une fonction de transfert, donc c'est le rapport entre la sortie et l'entrée. Cette fonction de transfert, elle a un certain module. Donc ce module, c'est justement ce qui va me permettre de trouver l'atténuation entre l'amplitude d'entrée et l'amplitude de sortie. Et le déphasage, c'est également dépendant de la fréquence. Alors je vais revenir sur ces calculs quand on va tracer les bodes. C'est vrai que tout de suite, ça fait des expressions un peu compliquées. Bon, toujours est-il que, bon, de la même manière, je peux résoudre l'équation différentielle en faisant la somme du régime permanent et du régime transitoire, avec une hypothèse comme quoi au départ le condensateur est déchargé. Et donc j'observe que pour différentes fréquences, je vais avoir une atténuation et un déphasage qui va varier. Donc on retrouve ici le transitoire et après le régime permanent avec notre sinusoïde atténuée et décalée. Donc on a vu le sinus, on a vu comment résoudre une équation simple. Alors vous voyez que déjà, dès qu'on commence à injecter des signaux un peu plus complexes, bon, la résolution n'est pas forcément immédiate. J'en viens maintenant à l'analyse fréquentielle. Donc après, on va essayer d'assembler ces différents blocs quand on va voir les différentes transformées. Alors pour l'instant, on va juste voir une manière de caractériser un système en fréquence. C'est ce qu'on vient de voir précédemment. J'observe que si je mets un sinus en entrée, j'ai un sinus en sortie qui est atténué dans le cas d'un circuit RC et décalé, déphasé par rapport à la sinusoïde d'entrée. Et ça dépend, ce déphasage et cette atténuation dépendent de la fréquence. Donc la fonction de transfert, on la trouve à partir des impédances. Comme j'ai dit précédemment, si j'ai un circuit fermé, de même que je fais un pont diviseur de tension quand j'ai des résistances, là je vais faire un pont diviseur de tension avec les impédances et je trouve la relation dans le cas particulier de toute façon où les signaux sont sinus. Je vais trouver 1 sur 1 plus JRC oméga et T, là, T équivaut 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0 étant l'inverse de taux, c'est donc 1 sur RC, ce qu'on appelle la fonction de transfert. Et donc c'est cette fonction de transfert qu'on va analyser pour voir ce qui va se passer sur la sortie par rapport à l'entrée. Donc je reviens sur les complexes. Donc si je veux connaître le module, donc à savoir ici la longueur de ce vecteur, c'est racine carrée de A carré plus B carré. Donc là j'applique Pythagore tout simplement. Et pour connaître l'angle qui me permettra de connaître le déphasage entre tension d'entrée et tension de sortie, appelez-vous Fresnel, c'est l'arc tangente de B sur A. Si je prends le cas où j'ai l'inverse de A plus JB, le module, ça va être 1 sur racine carrée de A carré plus B carré. Et pour le déphasage, donc je reprends la propriété comme quoi exponentielle de x, exponentielle de y, c'est exponentielle de x moins y. Donc l'argument de l'inverse de r exponentielle de j oméga, c'est argument de
de ce qu'il y a au-dessus, moins argument de R exponentielle de J, Jθ. Donc ça me fait moins arc tangente de B sur A. Voilà, donc ça va éventuellement nous servir également pour tracer le BOD. Donc je reprends mes signaux VE et VS. Donc pour connaître l'atténuation que je vais avoir en amplitude, donc je retrouve que le rapport entre VS et VE, donc c'est le module de la fonction de transfert. Donc je retrouve en gros cette idée-là, l'inverse de A plus JB, donc j'aurai l'inverse de racine de 1 plus oméga sur oméga 0 carré. Je peux tracer l'évolution de l'amplitude de la fonction de transfert en décibels, auquel cas je prends 20 log de mon amplitude. De manière asymptotique, si je fais tendre les fréquences vers plus l'infini, ça veut dire que je vais privilégier, le terme oméga sur oméga 0 va devenir très grand par rapport à 1, donc je vais négliger le 1. 20 log à ce moment-là de oméga sur oméga 0, ça devient 20 log de oméga 0 moins 20 log de oméga. Et comme oméga est très grand, oméga 0 on l'oublie, donc on va tendre vers moins 20 log de oméga. Et comme 20 log de 10 fois oméga c'est égal à 20 log de oméga moins 20, je vais avoir une pente de moins 20 dB par décade. Et quand oméga tend vers 0, j'ai un gain qui tend vers 0. Un point caractéristique, c'est quand on est à oméga 0, là on se retrouve avec moins 3 dB exactement. Alors, concernant le déphasage, donc c'est la différence entre la phase de VS et la phase de VE. Donc ça correspond à l'argument de ma fonction de transfert. Et pour cette forme-là, on a vu que c'était moins arc tangente de oméga sur oméga 0. Donc, connaissant la fonction arc tangente, quand oméga tend vers plus l'infini, on va avoir une phase qui va tendre vers moins pi sur 2. Et comme point caractéristique, à oméga 0, on aura moins pi sur 4. Et voilà, si on trace la caractéristique en gain ou en module et la caractéristique en phase, on peut dire qu'on a affaire à ce qu'on appelle un filtre passe-bas, puisqu'on va couper tout ce qui est au-delà de la fréquence oméga 0. Voilà, donc tout ce qui est aigu, si on parle de son, ça disparaît et on ne va garder que les sons les plus graves. Alors, on a vu les sinus, les équadifs de manière générale. Donc on vient de voir ce qui se passait également quand on prenait un système et qu'on y mettait des sinusoïdes de différentes fréquences. Ça permet de tracer, de faire une analyse spectrale ou fréquentielle. Alors maintenant on va aborder l'idée de la convolution. Donc je l'ai évoqué au début, ça permet de trouver la sortie d'un système sans avoir à résoudre l'équation différentielle. Donc ça suppose simplement de connaître la réponse à une impulsion. Et donc si on connaît ce cas particulier, on peut le généraliser à tout type de signaux. Alors ceci étant, pour les convolutions, ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple à résoudre non plus, mais l'intérêt c'est qu'il se résout facilement dans le monde de Laplace. Alors, comme on va parler de réponse impulsionnelle, j'ai besoin de donner une définition mathématique de ce qu'est une impulsion. Donc si je prends un cas ici d'un condensateur initialement déchargé, je ferme l'interrupteur à un temps t égale 0, donc à terme je vais charger ce condensateur avec une charge qui vaudra Q égale C fois la tension d'entrée. Donc il y a une circulation très rapide du courant. Alors si je donne comme définition de l'impulsion que à t égale 0, mon courant vaut 1 et que au-delà il vaut 0, si je fais l'intégrale de moins l'infini 1 plus l'infini de I de t dt,
En gros, quand je fais une intégrale, je fais une somme continue. Bon, si j'ai juste à un moment donné un truc qui vaut 1 et tout le reste qui vaut 0, sur la somme infinie, ça ne va pas peser lourd et ça va faire 0. Donc la charge ici vaut 0. Il y a donc une contradiction. Donc je ne peux pas définir l'impulsion de la sorte. C'est pour ça qu'on va utiliser non pas une fonction, mais ce qu'on appelle une distribution. Donc, où on dit que notre impulsion, c'est quelque chose qui vaut plus l'infini à t égale 0, et donc ailleurs, ça vaut 0. Donc, ce qui fait que l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de ce qu'on appelle ici un Dirac, une impulsion de Dirac, ça va valoir 1. Donc, en utilisant un Dirac, je préserve bien l'énergie d'un signal. Alors, je vais maintenant regarder ce qu'est la réponse impulsionnelle pour mon système du premier ordre. Donc, on a vu comment résoudre cette équation de manière générale. Donc là, j'ai un signal ici en entrée qui dure T0 et dont l'amplitude c'est 1 sur T0. Donc, ce qui fait que quand je vais faire tendre T0 vers plus l'infini, le 1 sur T0, ça va. Non, pardon, si je fais tendre T0 vers 0, 1 sur T0, ça va tendre vers plus l'infini, et donc j'ai retrouvé mon Dirac. Voilà, donc j'exprime pour l'instant ma sortie en fonction de T0, et quand je fais tendre T0 vers 0, donc après avoir fait une petite approximation liée au développement limité, je trouve que ma réponse impulsionnelle, que je vais noter H, c'est 1 sur taux exponentiel de moins t sur taux. Voilà, donc si je balance une impulsion à travers un circuit du premier ordre, je vais avoir cette réponse. Et donc si jamais mon impulsion est un petit peu décalée, d'ailleurs on ne la voit pas bien ici, mais bon, j'ai une impulsion ici en entrée, je vais avoir également ce genre de réponse un petit peu décalée. Alors on en vient au produit de convolution, donc qui consiste en quelque sorte à mixer la réponse impulsionnelle qu'on a notée H avec un signal d'entrée qui peut être quelconque. Et donc je fais la somme infinie de ce produit. Donc si je prends le cas particulier où j'ai un système du premier ordre dont je connais la réponse impulsionnelle qu'on a pu calculer précédemment, je multiplie ça par une fonction step. Donc l'intégrale de tout ça, ça va me donner la réponse y de t qu'on avait pu observer. Alors si on détaille un petit peu cet exemple pour essayer de comprendre un petit peu mieux, pendant un certain temps, je vais balancer une série d'impulsions. Et donc pour chaque impulsion, je vais observer la réponse impulsionnelle. Et donc la convolution, ça consiste à faire la somme de ces réponses impulsionnelles. Donc là, ici, je fais la somme. Et je vois apparaître, à ce moment-là, l'équation de réponse à un circuit du premier ordre qui aurait en entrée un échelon. On va maintenant aller faire un tour du côté des transformés. Deux intérêts à cela. La première, c'est que ça permet de rendre plus simple le calcul du produit de corrélation. Il se trouve que, on a évoqué le produit de corrélation, c'est une sinusoïde où on vient combiner une réponse impulsionnelle avec le signal d'entrée. Sauf que, dans certains cas, résoudre l'intégrale, ce n'est pas forcément immédiat. Donc il se trouve que quand on arrive à passer dans le monde de Laplace ou de Fourier, cette intégrale devient une multiplication. Et l'autre intérêt, c'est de pouvoir également analyser un système d'un point de vue fréquentiel. Donc notamment si on fait du filtrage ou si on veut vérifier dans un problème d'automatique la stabilité d'un système pour tout type de signaux. Alors, la porte d'entrée dans toutes ces
transformer, c'est la série de Fourier. Alors le concept est assez simple à comprendre. Il s'agit simplement de faire ce que l'on appelle de la synthèse additive. Donc je prends ici une fondamentale, un signal sinusoïdal qui constitue la fondamentale de mon signal, et je vais venir rajouter des harmoniques à cette fondamentale. Donc à chaque fois que je rajoute une fréquence, je viens l'indiquer ici du point de vue de son amplitude et éventuellement de sa phase dans un diagramme qui correspond au spectre. Et vous voyez qu'en accumulant certaines harmoniques, j'arrive à reconstituer par addition un signal carré. Donc qu'on soit bien d'accord, les séries de Fourier, ça concerne les signaux périodiques. Et donc on a vu qu'on additionnait une série d'harmoniques, donc on a bien une somme discrète de différents signaux cosinus et sinus. Donc soit je l'exprime avec des cosinus et des sinus, et donc quand je fais des calculs, c'est pas forcément simple, soit si je veux rendre mes calculs plus sympathiques, j'essaye d'exprimer ma transformée avec des exponentielles. Donc vous voyez que en faisant la propriété cosinus et exponentielle de j plus exponentielle de moins j sur 2, et même chose pour sinus, hop, j'arrive à exprimer mon signal y de t comme une somme infinie de signaux exponentiels. Alors comme j'ai utilisé cette propriété de l'exponentielle pour passer des cosinus sinus à exponentielle de j et de moins j, ça me fait apparaître des n ici de moins l'infini. Donc si j'exprime ma série de Fourier avec des exponentielles, je vais mathématiquement faire apparaître des fréquences négatives. Donc, qui bien évidemment correspondent à rien physiquement, mais d'un point de vue calcul, je suis obligé de les utiliser si j'utilise la forme exponentielle. Donc je me retrouve avec l'expression de mon signal y comme la somme d'une série d'exponentielles de moins l'infini à plus l'infini. Et vous voyez que chaque composante fréquentielle Cm, je le calcule comme étant l'intégrale sur une période de y de t multiplié par exponentielle de moins j n oméga t. Alors je pourrais dire, bon ben voilà la définition, et ben voilà, on a vu les séries de Fourier. Donc je vais quand même essayer d'expliquer un peu pourquoi on fait ça. C'est vrai qu'on ne le voit pas souvent, alors on comprend hein, le fait d'additionner des sinus et des cosinus et ça reconstitue un signal, ça c'est pas compliqué, mais pourquoi précisément le fait de calculer cette intégrale me donne la composante fréquentielle. Alors avant de passer ça en vue, hop, on peut voir, donc on a vu l'exemple du signal carré. Voilà, si je fais le calcul des différentes composantes pour un signal triangle et que je les additionne, voilà, par synthèse additive, je retrouve ce signal triangulaire. Alors pour essayer d'expliquer le calcul de l'intégrale, je vais commencer par rappeler ce qu'est un produit scalaire géométrique. Donc ça pour le coup, c'est des choses qui sont assez simples à comprendre. Hein. Si j'ai un vecteur, je peux retrouver la composante en x par exemple en faisant mon vecteur multiplié par le vecteur x. Donc je retrouve donc la valeur 2 qui est la composante en x de mon vecteur v. Donc pour retrouver cette composante, j'ai fait une multiplication qui correspond à ce qu'on appelle un produit scalaire. Bon, bah, il se trouve que l'intégrale qu'on fait entre notre signal et exponentielle de moins j n oméga t, c'est également un produit scalaire, sauf qu'au lieu de parler de base géométrique, on est sur une base avec des sinus de différentes fréquences. Donc, ce qui se passe quand on fait l'analyse des composantes d'une série de Fourier,
En gros, on prend toutes les fréquences existantes et on multiplie notre signal par des exponentielles de Jn oméga t. Donc on fera exponentielle J oméga t, J2 oméga t, ainsi de suite. Donc on va prendre le cas simple avec cosinus de pi ft. On va zoomer un peu sur le schéma. J'ai donc un signal cosinus de pi ft. Donc je souhaite faire son analyse et exprimer les différentes composantes en termes de série de Fourier. Et je commence par multiplier mon signal y de t. Donc je vais faire l'intégrale de mon signal multiplié par exponentielle de moins j de pi ft. Alors, si on représente ça de manière graphique, j'ai ici l'échelle des temps. Et donc, j'ai mon cosinus, lui, il est strictement réel. Vous voyez que là, j'ai les valeurs réelles et les valeurs imaginaires sont exprimées en ordonnée. Donc, mon exponentiel de moins j de pi ft, c'est un exponentiel qui évolue dans le plan des nombres complexes et qui évolue au cours du temps. Alors, je peux donc décomposer ce cosinus de pi ft en deux exponentielles. J'utilise que cosinus oméga t, c'est exponentielle de j oméga t plus exponentielle de moins j oméga t sur 2. Et donc si je multiplie la composante exponentielle de j oméga t multipliée par exponentielle de moins j oméga t, donc je vais annuler à ce moment-là, je vais avoir exponentielle de 0. Ça suppose que mon cosinus oméga t initialement avait la même fréquence que l'exponentielle qui me permet de l'analyser. Comme j'ai une exponentielle de 0, si je fais l'intégrale de l'exponentielle de 0, c'est l'intégrale de 1 sur une période, j'aurai donc une valeur non nulle. Voilà, ce qui n'est pas le cas si je prends l'autre composante ici, exponentielle de moins j de pi ft multipliée par exponentielle de moins j de pi ft, ça va me faire, si je fais l'intégrale de ce produit-là, ça me fera 0. Voilà, donc j'aurai uniquement le cas où j'ai une exponentielle de même fréquence que ma cosinusoïde, où j'aurai une intégrale non nulle. Donc je peux essayer pour toute autre fréquence. Il n'y a vraiment que le cas où j'ai la même fréquence, où je vais trouver une valeur non nulle, et donc je vais indiquer cette période, cette composante dans mon spectre. Voilà, donc on peut retenir que finalement, quand on parle de série de Fourier, on fait une analyse spectrale et on vient exciter toutes les composantes multiples de la fréquence fondamentale pour voir si on a des résultats nuls ou non nuls, et puis ces résultats, on les range dans ce qui correspond au spectre. Alors, on a vu les séries de Fourier. La transformée de Fourier, c'est une généralisation de ce concept. Donc, on était précédemment sur des signaux exclusivement périodiques. Maintenant, on va prendre notre signal périodique et on va étirer la période. Et vous voyez qu'à mesure qu'on étire la période, le spectre qui initialement était un spectre de rais devient un spectre continu. Mathématiquement, ce qu'on a fait, on a pris l'expression de y de t en termes de série de Fourier et on a fait tendre t vers l'infini. Ce qui fait que si initialement on avait une somme discrète, sigma, maintenant on aura une somme continue avec une intégrale. Et donc la définition de la transformée de Fourier, c'est y de f égale intégrale de moins l'infini à plus l'infini de y de t exponentielle de moins j de pi ft dt. Alors, cette expression de la transformée de Fourier, ça reste également un produit scalaire un petit peu particulier qu'on appelle hermitien, comme on l'a vu précédemment pour les séries de Fourier.
Voilà, donc je passe du monde temporel au monde fréquentiel. Et donc l'intérêt de cette transformée, c'est que ça permet, notamment dans des opérations de filtrage, de voir le comportement de notre système pour l'ensemble des fréquences. Bon, quelques petits exemples, le Dirac devient une constante égale à 1. Donc le Dirac, on peut dire qu'il excite toutes les fréquences. C'est un signal infiniment bref, mais son spectre, c'est l'ensemble des fréquences. Après, on a le signal rectangle, là, quand on a étiré tout à l'heure notre signal carré, ça fait un signal rectangle, et cette forme de courbe-là, c'est ce qu'on appelle un signal cardinal. Bon, ça, c'est pas mal de retenir, parce que, notamment pour les opérations de filtrage, on retrouve, quand on utilise des fenêtres de filtrage, et donc ce signal cardinal se retrouve par transformation. Voilà, après on a d'autres signaux caractéristiques. On va passer. Si je cherche la transformée de Fourier d'une constante, c'est pas forcément évident, parce que la transformée de Fourier ne converge pas très souvent. J'ai du mal à trouver un résultat autre que l'infini dans bien des cas. Et en ce qui concerne une constante, je peux m'en sortir si j'essaye de ruser avec une exponentielle que je vais tendre vers 0. Voilà, donc on peut dire en passant que voilà, transformée de Fourier, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à utiliser. Enfin, on ne peut pas l'utiliser pour tout type de signaux, notamment les signaux pour l'analyse des systèmes dynamiques, les fonctions step et tout ça. J'ai du mal à calculer la transformée. Alors, une caractéristique de la transformée de Fourier, c'est le fait que le produit de corrélation, donc l'intégrale de x de taux multiplié par la réponse impulsionnelle, il se trouve que ce calcul devient une multiplication toute simple entre transformée de Fourier de ma réponse impulsionnelle et transformée de Fourier de mon signal d'entrée. Et donc si j'applique le produit de convolution pour trouver la sortie d'un système du premier ordre qui recevrait en entrée la fonction step, j'ai juste à faire ma multiplication. Encore faut-il connaître précédemment les transformées de step et du système du premier ordre. Et je retombe sur 1 moins exponentielle de moins t sur taux, donc c'est la sortie qu'on avait notée par résolution de l'équation différentielle. Autre remarque concernant la transformée de Fourier, c'est que la transformée de Fourier de la réponse impulsionnelle correspond à sa fonction de transfert. Autrement dit, si on a dit qu'on peut connaître y de t à partir de sa réponse impulsionnelle convoluée avec le signal d'entrée. Si par exemple x de t est sinusoïdal et que j'intègre ça, donc j'exprime y de t sous la forme de la transformée de Fourier, cette fonction sinusoïdale, j'arrive à la sortir et je retrouve que y de t, c'est ma fonction, donc la réponse impulsionnelle transformée multipliée par mon signal sinusoïdal transformé. Autrement dit, ça correspond également à la fonction de transfert. Donc je peux assimiler la transformée de Fourier de ma réponse impulsionnelle à ma fonction de transfert, donc de la même manière dans le monde de Fourier. Pour terminer, j'ai évoqué le fait que la transformée de Fourier, c'est une généralisation de la série de Fourier. Donc bien entendu, si j'ai un signal périodique et que j'applique la définition de la transformée de Fourier, je vais noter un spectre de Ray qui correspond bien à une série de Fourier. On en vient à la transformée de Laplace, dont la définition c'est j'ai un signal y multiplié par une exponentielle. Donc là on reconnaît l'exponentielle moins j de pi ft pour trouver la transformée de Fourier. Et à cette transformée de Fourier, on rajoute un exponentiel moins sigma t, donc qui va correspondre à une atténuation.
Donc, précédemment, j'avais du mal à trouver la transformée de Fourier pour des signaux dès lors que ça ne convergeait pas. Avec la transformée de Laplace, comme il y a cette atténuation, ben, je vais pouvoir analyser un signal ou un système en regardant son comportement vis-à-vis de sinusoïdes atténués. Et là, pour le coup, on va trouver des choses qui vont converger beaucoup plus facilement. Bon, toujours pareil, dans un certain domaine. Donc là, pour le moment, on peut retenir qu'on a à nouveau un produit scalaire, hermitien, mais un petit peu plus complexe parce qu'on a cette fois deux paramètres qui varient, à savoir la pulsation oméga et le facteur d'amortissement sigma. Donc voilà notre transformée de Laplace. Donc c'est une analyse d'un signal sous forme de produit scalaire. Bon, on peut trouver la transformée inverse. Alors pour le coup, ça c'est pas simple. Là, on est sur des concepts mathématiques qui sont un peu plus compliqués, mais bon, voilà, si on peut si on peut le faire dans un sens, on peut le faire dans l'autre également. Pour passer de la transformée de Laplace à la transformée inverse, on utilisera plutôt des tables. Donc à partir du moment où on aura fait des décompositions, chaque terme décomposé pourra être retrouvé dans une table pour repasser au monde temporel. On en vient à l'interprétation mathématique. Alors précédemment, avec les séries de Fourier ou les transformées de Fourier, on prenait un système et on le bombardait, on excitait ce système ou ce signal avec tout un tas de sinusoïdes de différentes fréquences. Et donc on regardait l'influence de ces différentes sinusoïdes sur le système analysé et on rangeait ça dans le plan du spectre. Désormais, ce ne sont plus de simples sinusoïdes, mais ce sont des sinusoïdes amortis avec le paramètre sigma. Donc voilà, on trouve ici une sinusoïde qui évolue, donc c'est une sinusoïde exponentielle de j oméga t. Donc on a le plan des imaginaires à ce niveau-là, qui évolue dans le temps, et donc qui ici diminue selon le paramètre sigma. Et donc on fait le produit scalaire entre le signal qu'on souhaite analyser, ici par exemple le signal step, et donc notre sinusoïde amorti, et le résultat, on va le ranger dans le plan de Laplace. Donc à chaque fois qu'on fait une analyse, on récupère un point, donc il faut bien avoir conscience qu'on fait varier deux paramètres, sigma et oméga. Donc sigma plus j oméga, ça fait notre paramètre S de Laplace. Et notre résultat est également un résultat complexe. Donc on a une fonction qui a une certaine amplitude et un certain argument. Donc on peut comme ça dissocier ces deux paramètres. Donc si on regarde uniquement les amplitudes, bon, on peut se dire que si sigma vaut 0, on va avoir ici la ligne en rouge. Donc là on fait exponentielle de j oméga uniquement, hein. Donc ce qui revient à la transformée de Fourier. Donc la transformée de Fourier est un cas particulier de la transformée de Laplace. Et si je me place à une autre valeur de sigma non nulle, bah, je vais avoir une analyse pour cet amortissement. Donc finalement, j'ai une superposition de transformée de Fourier pour différentes atténuations. On peut voir ça comme ça. Alors, une petite remarque, si sigma est négatif et que je fais mon calcul, j'aurai exponentielle de moins sigma t, donc avec sigma négatif, moins sigma t sera positif, et donc je vais avoir un résultat d'intégrale divergent. Donc je ne peux faire mon tracé qu'à la condition que sigma soit positif. Voilà, si on zoome un petit peu, j'ai deux paramètres ici, sigma et oméga. Donc pour ces deux paramètres, je calcule le module de ma transformée de Laplace. Alors, le fait que sigma soit une condition nécessaire pour que j'ai un résultat qui ne soit pas infini, c'est ce qu'on appelle la région de convergence. Donc, on peut prendre un autre exemple. Là, je cherche à faire le calcul de ma transformée de Laplace pour un signal qui vaut exponentielle de moins at.
Donc là, j'ai exponentielle de moins alpha plus sigma t. Si jamais alpha plus sigma est négatif, exponentielle de moins alpha plus sigma sera positif. Et quand je cherche l'intégrale correspondante, ça va me faire une valeur infinie. Donc voilà, la condition, c'est que sigma plus alpha soit positif, donc sigma supérieur à moins a. Donc le résultat de ma transformée de Laplace, c'est l'inverse de S plus A. On remarque que si S vaut moins A, j'ai Y de S qui vaut plus l'infini. Donc l'inverse de 0, c'est plus l'infini. Et c'est ce qu'on appelle à ce moment-là un pôle du système. Et donc le placement des pôles dans le plan où cela converge, ce qu'on appelle la région de convergence, permet d'avoir des infos sur le comportement d'un système. En fonction de où vont se situer les pôles, on va avoir des réponses plus ou moins rapides ou plus ou moins oscillantes. Alors quelques petites propriétés utiles et importantes. La transformée de Laplace d'une fonction dérivée, c'est s fois y. Donc je prends y, je multiplie par s, ça correspond à la dérivée de la fonction. De la même manière, la transformée de Laplace d'une fonction intégrale, c'est y de s sur s. Le théorème de la valeur finale, ça me dit que si je prends sy de s et je fais tendre s vers plus l'infini, j'ai la valeur initiale en temporel. Et la valeur finale, c'est si je prends sy de s et que je fais tendre s vers 0, j'ai la valeur finale. Alors, on peut se dire que si sy de s, ça correspond à la dérivée, et que je fais une analyse de la dérivée lorsque s tend vers 0, autrement dit quand l'atténuation est nulle et quand la pulsation est nulle, donc j'excite ma dérivée avec des valeurs quasiment nulles, ça veut dire que je n'ai pas de variation de la dérivée, donc je suis sur le régime permanent de la réponse de mon système, et donc ça correspond à la valeur infinie. On peut le voir comme ça éventuellement. Alors, concernant la convolution, donc je fais la transformée de Laplace de mon produit de convolution. Je trouve que si initialement j'avais un truc compliqué avec des intégrales en temporel, ça me fait tout simplement un produit en Laplace. Donc outre le fait de pouvoir analyser d'un point de vue fréquence et atténuation un système, j'ai aussi cet autre avantage de la transformée de Laplace qui simplifie le produit de convolution. Alors, si on reprend l'exemple de la réponse d'un système du premier ordre, donc la fameuse circuit résistance condensateur, donc je reprends l'équation différentielle. J'ai une dérivée, donc ma dérivée devient sy de s, et donc je peux exprimer y de s égale ma fonction de transfert multipliée par mon signal d'entrée. Si mon signal d'entrée, c'est une fonction step, la transformée, c'est 1 sur s, ma fonction de transfert, c'est g sur 1 plus tau s. Alors si je prends uniquement ma fonction de transfert g sur 1 plus tau s, j'observe qu'il y a un pôle à moins 1 sur tau. Donc finalement, ça me fait une valeur infinie, donc ça me fait un cratère ici. Connaissant ma fonction de transfert, mon signal d'entrée, je peux en déduire la transformée de Laplace du signal de sortie. Et par décomposition, et en utilisant des tables, je peux retrouver ma réponse temporelle. Alors si je reviens sur le cas particulier où, sur la transformée de Fourier, donc où sigma vaut 0 et donc s vaut j oméga, je retrouve la transformée de Fourier correspondante. Ce qui veut dire que si je cherche la transformée de Laplace d'un système, je peux aussi appliquer les impédances en régime sinusoïdal
et extrapoler ce cas particulier en remplaçant J⍵ par S, et je trouve la transformée de Laplace correspondante. Voilà, parce qu'il se trouve que si la transformée de Fourier existe, a fortiori la transformée de Laplace existe aussi. Ce qui n'est pas forcément le cas inverse. Si le placement des pôles a une influence sur la réponse, donc on peut l'observer. Alors je vais mettre voilà, le schéma un peu plus gros. Donc là j'ai le pôle en bleu ici, je viens placer 1 sur tau assez loin ici par rapport à 0, et ça me fait une réponse rapide. Alors, comment interpréter cela? Donc si j'ai un pôle à ce niveau-là, donc plus éloigné de 0 par rapport aux autres, donc je vais avoir un cratère qui va monter plus vite si on veut par rapport aux autres pôles, et donc je vais être susceptible d'exciter des fréquences plus rapides sur l'ensemble du plan de Laplace. De la même manière, donc si on prend le second ordre, donc je passe les calculs, hein, mais bon, si on cherche les pôles pour un système du second ordre, voilà, on peut résumer l'ensemble des calculs ici. Donc là, je retrouve le placement des pôles. Alors si jamais j'ai une paire de pôles avec des pulsations rapides, ça veut dire que j'ai des cratères qui se forment à ce niveau-là. Et donc je vais venir localement exciter davantage de fréquences rapides qui vont provoquer ces différentes oscillations. Voilà. Bon, on peut le voir comme ça. Alors, revenons sur le schéma global pour se promener à travers les différentes transformées. Donc j'ai un système physique qui a une équation différentielle. Donc ce système physique peut être électrique, mécanique, tout ce qu'on veut. Et donc l'équation différentielle, ça marche toujours. Donc après, c'est plus ou moins compliqué à résoudre. Quand c'est du premier ordre, à la rigueur, c'est pas bien grave. Mais bon, bien souvent, c'est un peu plus complexe. Donc l'idée de la transformée de Laplace, c'est que, étant donné que le produit de convolution qui permet de connaître la sortie d'un système pour n'importe quelle entrée en connaissant simplement la réponse impulsionnelle, bah, comme ce calcul est tout simple en Laplace puisque c'est une simple multiplication, bah, il suffit de connaître la réponse, la transformée de Laplace de la réponse impulsionnelle qui n'est rien d'autre que la fonction de transfert. Alors, pour trouver la fonction de transfert, bah, je peux la retrouver à partir de l'équation différentielle. On a vu un exemple précédemment, où je peux dire aussi que comme en Fourier, j'ai un cas particulier, comme Fourier est un cas particulier de Laplace, bah, je peux chercher le rapport avec les impédances sinusoïdales. Et donc si je connais Laplace, je connais Fourier. Si je connais Fourier, je peux faire une analyse fréquentielle de mon système pour, dans le cas où ce système est traversé exclusivement par des sinusoïdes. Voilà. Une fois que j'ai trouvé y en Laplace, je peux retrouver y en temporel par transformée inverse en utilisant des tables. Voilà, donc on a vu dans cette vidéo comment se promener à travers ces différentes transformées. Prochaine étape maintenant, ça va être l'échantillonnage. Donc je vais faire une autre vidéo pour traiter ce cas.